C'est l'histoire de deux adolescents. Marco, 17 ans. Béatrice, 15 ans. Nous suivrons leur vie sur une période de 10 ans, l'action se déroule à Rome et à Paris. Marco est le fils d'une famille ouvrière et vit avec ses parents à Rome au 12e étage d'un lotissement. L'État italien construit ces maisons pour les personnes des classes sociales inférieures. Il est timide et réservé, contrairement à son environnement où les enfants sont généralement arrogants et souvent violents. Dans certaines situations, cependant, il peut faire preuve d'une détermination et d'un courage qui imposent le respect. Il est passionné par les colombes qu'il garde sur la terrasse commune au 15e étage. Béatrice vit avec ses parents dans une maison sur la colline juste en face de l'immeuble où habite Marco. La maison de Béatrice est une villa comme nous l'entendons en Italie avec le nom de villa maison élégante. C'est l'été, elle prend un bain de soleil dans le jardin, et de temps en temps elle plonge dans la piscine. Ces deux enfants ne se connaissent pas. Mais un jour, Marco achète une paire de jumelles pour pouvoir observer ces colombes en vol. En les regardant tourner dans le ciel clair de juillet, son regard tombe sur la maison sur la colline. Il ajuste la mise au point et pour la première fois voit Béatrice. Elle est belle, avec de longs cheveux bouclés couleur noisette et un corps magnifique. Marco est immédiatement captivé. Un désir fou de la connaître brûle en lui. Malheureusement ce ne sera pas facile. Il est conscient du large gouffre social qui les sépare et cela l'empêche de faire la moindre tentative. Les jours passent et il devient de plus en plus frustré, lorsque les colombes viennent à l'improviste à son secours. Aux fortes chaleurs de l'été, ils se rafraîchissent de temps en temps en plongeant dans la piscine de Béatrice. Lorsque Marco remarque cette habitude chez eux, il est euphorique et conçoit une manière inhabituelle d'entrer en contact avec la fille. Son idée est d'attirer l'attention sur les colombes en attachant de longs rubans colorés à leurs pieds ainsi que des messages disant « Je m'appelle Marco et je te regarde d'un immeuble en face de chez toi. Si vous voulez m'appeler, mon numéro est le 34. » Il ne perd pas de temps avant de mettre son plan à exécution. Il appelle tous ses amis à plumes et attache 3 mètres de ruban coloré à leurs jambes. Qu'il les libère. Évidemment, les colombes ne volent pas directement vers la piscine, mais après une semaine d'essai, Marco atteint enfin son objectif. Béatrice aperçoit une colombe qui joue dans le bassin et, grâce au fait que quelqu'un a attaché un long ruban à sa patte, elle l'attrape aussi facilement que si elle tenait un chien par la laisse. Alors Marco fait la connaissance de Béatrice. Elle l'appelle et ils se rencontrent. Le destin a décidé que Béatrice devait être fortement attirée par Marco. C'est le début d'une histoire d'amour longue et intense, du genre dont seuls les adolescents sont capables. Cela dure des mois. Malheureusement, cependant, le père de Béatrice, un avocat à succès, ne peut tolérer la relation de sa fille avec un garçon inculté, pire encore, de la classe ouvrière. À plus d'une occasion, il montre son opposition inébranlable en humiliant gravement Marco. Pour Marco c'est une période pénible. Il regrette de ne pas avoir terminé le lycée. Il en veut à ses parents pour leur banalité et, comme si tout cela ne suffisait pas, après une bagarre pour une course de scooter, quelqu'un tue ses colombes pour se venger. Il a l'impression que le monde lui tombe dessus. Il se sent comme s'il n'avait pas la volonté de continuer. Il vit une de ces périodes critiques de l'adolescence qui pourrait mener à la toxicomanie ou même au suicide. Pendant ce temps, Marco commence à traîner avec certaines personnes. Ils vont souvent à la Piazza Navona, place très ancienne de Rome. C'est là que Marco rencontre un Français riche et distingué d'une 50aine d'années, nommé Alan. C'est ainsi qu'ils se rencontrent. Alan avait fait des courses et avait beaucoup de colis. Il a demandé à Marco et à ses amis de l'aider à les transporter jusqu'à sa maison près des marches espagnoles, ce pourquoi il serait généreusement récompensé. Les 3 enfants, sans le sou comme d'habitude, n'ont pas eu besoin qu'on leur demande 2 fois. L'appartement d'Alan était splendide, avec vue sur les célèbres marches. Il y avait des objets d'art partout, des peintures aux ornements, et même un piano à queue finement incrusté. Marco, qui possédait une sensibilité esthétique innée, regarda autour de lui, enchanté. Il fut frappé par un tableau en particulier et demanda « Est-ce une Ferrazzi d'origine ?» La question surprit Alan. Il n'aurait jamais imaginé qu'un gamin du mauvais côté des voies lui demanderait une chose pareille. Il demande au gamin comment il a pu reconnaître. L'artiste pensait même que l'œuvre n'était même pas signée.
Marco a expliqué qu'il avait toujours été intéressé par les arts et les sciences humaines au lycée. La curiosité d'Alan a été éveillée et il lui a demandé s'il était diplômé ou non. Marco baissa la tête et a avoué qu'il avait eu à quitter ses études avant l'obtention de son diplôme parce que sa famille n'avait pas les moyens de le garder à l'école. Alan a été touché et a fait une suggestion. Il expliqua que dans 5 jours il rentrerait définitivement à Paris. Il a proposé d'emmener Marco en France et de l'inscrire dans une grande école. Marco est très flatté de cette proposition, mais répond qu'il devra y réfléchir et qu'il rendra sa décision dans les 5 jours. À ce stade, Alan a sorti 3 nouveaux billets de 100 000 lire de son portefeuille pour les 3 enfants en échange de leur aide. Il se sentait gêné mais ravi et le remerciait avec une gratitude exagérée. Sur le chemin du retour, ses 2 amis préviennent Marco des attentions d'Alan car, pour eux, ce monsieur distingué se doit d'être homosexuel. Marco s'en était également rendu compte grâce aux manières délicates et efféminées d'Alan, mais sa proposition semblait être un signe venu d'en haut, lui permettant de se libérer de sa propre condition. Après tout, que laisserait-il derrière lui sinon l'ordinaire et la misère? Mais maintenant une lueur de lumière était apparue devant lui, lui montrant le chemin vers un avenir meilleur. Après seulement 2 jours, il a décidé d'accepter l'offre d'Alan de se rendre à Paris avec lui. De plus, Marco venait d'avoir 18 ans et était libre de décider lui-même ce qu'il voulait faire de sa vie. Alan était en effet homosexuel, mais il a agi uniquement en tant que mécène envers le garçon, n'attendant jamais de relations sexuelles d'aucune sorte en retour. Comme promis, il a immédiatement inscrit Marco dans la meilleure école privée de Paris et il a obtenu son diplôme. En seulement 2 ans. Il faut dire que Marco et Béatrice sont toujours restés en contact par mail. Béatrice avait beaucoup souffert après le départ de Marco, mais le temps avait atténué sa tristesse, et à la fin, ils ont décidé avec maturité de mettre un terme à leur relation, avec l'espoir et l'intention qu'ils se reverraient un jour. Ainsi, avec le soutien financier adéquat et ses propres efforts personnels, Marco a gravi les échelons sociaux et culturels, pas à pas. Pendant ce temps, la famille de Béatrice a commencé à remarquer un déclin économique. La passion de son père pour les cartes à jouer l'avait conduit entre les mains de prêteurs sur gage qui l'ont dépouillé de tous ses biens. À la fin, il a été contraint à la faillite. Béatrice, maintenant âgée de 19 ans, a dû commencer à travailler, mettant à profit le diplôme d'enseignement primaire qu'elle a eu la chance d'avoir. Elle enseignait dans une école maternelle tenue par des religieuses et louait un modeste appartement, qu'elle partageait avec 3 de ses camarades de travail pour minimiser les frais. Malgré tout cela, elle a finalement connu une période de tranquillité, et même commencé une nouvelle relation. Plus d'années ont passé. Marco est diplômé de l'université. Alan était fier de lui et a organisé une fête en son honneur. Ce serait le point culminant de la réussite de Marco. En plein milieu de la fête, Alan a attiré l'attention de tous les invités, c'était lors d'un discours, un éloge public à Marco. À la fin de son discours, il y eut une salve d'applaudissements, mais Alan appela à nouveau à l'attention. Il y avait une autre surprise. Alan a introduit un nouvel élève dans la société pour la première fois. Le nom du nouveau garçon est Adrien. Personne ne sait d'où il vient. Alan a annoncé qu'il donnerait à Adrien le bon départ qui le conduirait à 1 degré, comme il l'avait fait avec Marco. Une fois de plus, la salle éclata en applaudissements. Marco n'en avait rien su et était un peu blessé que cela lui ait été caché jusqu'au dernier moment. Maintenant, Marco avait 25 ans et continuait à vivre avec son patron. Mais maintenant, il y avait aussi Adrien. Au début, la cohabitation était paisible, mais un peu froide. Avant longtemps, cependant, Marco s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans le personnage d'Adrien. Adrien avait une dépendance à l'héroïne et même tout l'argent qu'Alan a généreusement distribué n'était pas suffisant pour satisfaire ses besoins. Marco s'est rendu compte que de petits objets de valeur continuaient à disparaître et qu'Adrien les vendait et utilisait l'argent pour nourrir sa coûteuse habitude. Il a essayé de le dire à Alan avec tact, mais il n'était pas vraiment intéressé. Alan était tellement absorbé par sa passion pour Adrien qu'il lui aurait probablement tout pardonné, ou même nié que cela aurait pu être lui. Alors Marco décide de le prendre en flagrant délit, en train de commettre l'un de ses innombrables petits larcins. Il y parvint, mais provoqua une violente rixe, à coups de pied, de poing et de jurons. Alan dormait à ce moment-là, mais a été réveillé par le vacarme et a couru pour voir ce qui se passait.
Marco a expliqué les faits mais Alan, peu soucieux d'impartialité, a simplement répondu. La compagnie de deux, la foule de trois. Marco a compris ce que ces mots signifiaient, et il a donc décidé de partir. Alan lui a donné assez d'argent pour pouvoir vivre à Paris pendant une semaine et l'a renvoyé. Marco avait été si honnête pendant toutes ces années qu'il n'avait pas économisé un centime. Il s'est rendu compte qu'il devait se trouver un emploi, et rapidement. Il avait toujours pensé qu'il aimerait être journaliste. Alors, il a postulé pour un emploi au journal Le Figaro. Ils l'ont embauché, mais seulement comme traducteur italien-français. Cependant, il a montré un plus grand potentiel et après un an, il est devenu journaliste. Le mois continua à passer, Marco était de plus en plus impressionnant dans son nouveau rôle de reporter. Tout le monde était émerveillé par sa brillante intuition, mais il travaillait avec une telle modestie qu'il ne provoquait jamais de rivalité ni de jalousie. Un matin pourtant, alors qu'il lisait le journal parisien du Figaro lui-même, il lut qu'un vieil homosexuel s'était suicidé parce que son jeune amant héroïnomane avait contracté la terrible maladie sans pitié. Marco a pleuré, ressentant une profonde et authentique tristesse, car malgré tout ce qui s'était passé, il se sentait toujours très attaché à Alan. De cette tragique expérience personnelle naît en lui la détermination d'essayer de découvrir ce qui a provoqué le déchaînement de ce fléau sur la terre, un fléau indigne même des dieux les plus vengeurs. Alors, avec l'autorisation de son éditeur, qui lui a donné carte blanche, il a commencé ses investigations sur la question. Ces enquêtes l'ont mis en contact avec des personnes d'univers complètement différents, des toxicomanes, aux entretiens avec des médecins, des biologistes et des homosexuels. Il a rentré toutes les données qu'il a recueillies dans son ordinateur et il est vite devenu clair qu'il y avait une anomalie statistique que personne ne semblait avoir remarquée. Aucun des héroïnomanes des années 70 qui avaient cessé de consommer la drogue avant 1980 n'avait contracté la maladie, même s'ils étaient dépendants depuis de nombreuses années. En revanche, ceux qui avaient continué au-delà de 1980 étaient tombés malades tout comme ceux qui avaient commencé à consommer de l'héroïne après 1980. Il n'y a normalement aucune différence dans la capacité naturelle de deux êtres humains à combattre la maladie. Alors pourquoi les toxicomanes des années 70 ne sont-ils pas tombés malades, alors que les toxicomanes plus tard ont contracté la maladie même après avoir consommé la drogue pendant une courte période? Quel a été le facteur qui a déterminé cette différence? Parmi les nombreux biologistes que Marco a interviewés, il y en avait un qui lui a dit que des expériences de laboratoire avaient été menées sur des virus non identifiés, créés avec de l'ADN restructuré. Leur terrible potentiel est resté en sommeil jusqu'à ce qu'ils entrent en contact avec du sang liquide qui les aide à libérer leur pouvoir destructeur. Dès que Marco a eu connaissance de cette recherche scientifique, il a été frappé par un éclair d'intuition. Héroïne délibérément contaminée. Il ne pouvait y avoir d'autre moyen, c'était la seule explication claire et logique du problème. Marco est arrivé à la conclusion que le motif derrière cette contamination avait été l'éradication totale des toxicomanes de la surface de la Terre. Ils étaient perçus par les autorités comme une armée de zombies mercenaires, et source potentielle d'espions qui, à la solde de pays hostiles, auraient pu porter atteinte à la sécurité nationale des nations dites civilisées. Les gouvernements de ces nations avaient amené cet état de choses. Ils avaient financé des recherches scientifiques menant au développement du virus dormant, qui a ensuite été utilisé pour contaminer diverses grosses cargaisons d'héroïne confisquées, qui ont ensuite été remises dans la rue par les voies conventionnelles du crime organisé. La contamination avait eu lieu à diverses reprises, et se produisait peut-être encore. Marco a également pensé que, de cette façon, des gouvernements civilisés auraient également réussi à vaincre les trafiquants de drogue. Avec la perte de leurs clients réguliers, ils auraient perdu leurs énormes gains financiers grâce auxquels ils ont pu corrompre et tuer. Avec l'affaiblissement de leur base de pouvoir, c'est-à-dire leur accès à d'énormes sommes d'argent, ils pourraient être facilement traités. Marco a porté ses conclusions à l'attention de son éditeur qui, cependant, a soulevé une question. Comment se fait-il que ce fléau ait aussi frappé certaines tribus d'Afrique centrale qui n'ont jamais rien eu à voir avec l'héroïne? Marco a expliqué que celui qui avait contaminé l'héroïne, avant de le faire, aurait voulu vérifier son efficacité sur l'homme.
Alors, sous prétexte de vacciner ces gens contre la variole, ils les ont en fait infectés par le nouveau virus, qui a rapidement commencé à se développer. Ces tribunes n'étaient rien de plus que des cobayes involontaires et malheureux. L'éditeur a soulevé une autre question. Il voulait connaître la dynamique de la transformation du virus de son état dormant à son état actif. Maintenant Marco a répondu avec un exemple. Avez-vous déjà vu ce médicament en capsule formé? Eh bien, la capsule n'est pas le vrai médicament. Le médicament lui-même est la poudre, placée à l'intérieur de la capsule parce qu'elle a un goût trop amer pour être prise seule. Lorsque vous avalez ces pilules, l'enveloppe extérieure de la gélule se dissout au contact de l'eau et libère le médicament lui-même. Vous vous demandez peut-être pourquoi je vous ai donné cet exemple. Eh bien, l'héroïne n'est pas facile à contaminer. Il a donc fallu inventer non seulement le virus, mais aussi le moyen de le transporter. Il devait s'assurer qu'il ne mourrait pas en dépit d'être dans un habitat étranger, à la mauvaise température et sans nourriture. Le délai entre la contamination en laboratoire et l'absorption par l'usager de drogue peut être assez long, jours, semaines. Peut-être même mois. Cependant, la microbiologie leur a permis de créer une capsule exactement comme celle contenant le médicament dont je parlais tout à l'heure. Seulement celui-ci est 100 fois plus petit qu'une tête d'épingle. Vous ne savez probablement toujours pas pourquoi je vous dis cela. Vous voyez, la capsule contient les conditions idéales dans lesquelles le virus peut survivre aussi longtemps que nécessaire, un peu comme un poussin dans un œuf. Ces capsules ressemblant à des œufs sont aussi grosses que le grain d'œuf. Héroïne avec laquelle ils ont été mélangés. Ainsi, lorsque le toxicomane s'injecte l'héroïne, son sang agit comme l'eau lorsqu'on prend une pilule ordinaire, et dissout la capsule contenant le virus, le libérant finalement dans son habitat idéal, le corps humain. Marco portait de sérieuses accusations. Il s'agissait d'un scénario de génocide clandestin et spécifiquement ciblé. Après avoir entendu ces explications, l'éditeur a accepté de laisser Marco écrire un article sur sa théorie, mais par simple bon sens, cela s'est terminé par un court texte sur la 5e page, écrit au conditionnel pour donner l'idée d'une hypothèse plutôt que d'une vérité vérifiée. Article d'actualité. Cela aurait probablement été la fin de l'affaire si l'une des plus importantes chaînes de télévision françaises n'avait pas invité Marco dans son très populaire talk-show du samedi soir pour discuter des résultats de ses enquêtes. L'émission a été diffusée et Marco, devant des millions de téléspectateurs, a révélé ses théories, accusant les anciens gouvernements de génocide et les gouvernements actuels d'hypocrisie et de complot pour cacher la vérité au public. Marco en a immédiatement ressenti les conséquences. Il a commencé à recevoir de nombreux appels téléphoniques anonymes l'avertissant d'arrêter ses recherches. Dans la rue, il a souvent failli être renversé par une voiture, trop souvent par pur hasard. Sa maison a été cambriolée et saccagée à plusieurs reprises. Face à cette intimidation évidente, Marco se tourna à maintes reprises vers son éditeur pour obtenir des conseils. Finalement, il réussit à persuader Marco de retourner un moment en Italie, du moins jusqu'à ce que les choses se soient calmées. Il pourrait continuer à travailler pour Le Figaro de Rome comme correspondant à l'étranger. Alors, avant que le pire ne puisse arriver, Marco est parti pour Rome. Il l'a fait avec une certaine réticence car il se sentait désormais parisien d'adoption, mais le risque de rester ne valait pas la peine d'être couru. Il n'y avait qu'une chose qui le rendait heureux de retourner à Rome, peut-être aurait-il l'occasion de rencontrer Béatrice. En fait, dans les dernières lettres qu'il avait reçues d'elle, elle avait écrit que sa nouvelle relation était maintenant terminée. Dans l'avion, Marco a essayé d'imaginer que Béatrice aurait 24 ans maintenant. Dans son esprit, il l'imaginait belle. Incroyablement, il ne s'était jamais revu depuis toutes les années qui s'étaient écoulées. Marco ne l'avait pas prévenu de son retour à Rome car il voulait la surprendre et aussi voir si elle le reconnaîtrait. Marco s'amusait à imaginer la scène de leur retrouvaille. Il savait à la fois où elle habitait et où elle enseignait. Il ne serait pas difficile de trouver l'occasion d'une rencontre surprise. À son arrivée à Rome, Marco a loué une grande ferme juste à l'extérieur de la ville. Après avoir été à Rome pendant un mois, il se sentait raisonnablement bien établi. Tout semblait calme, sans aucune trace de menace ou d'attentat à sa vie. Il a décidé qu'il était temps de rencontrer Béatrice. Ce matin il avait plu fortement, mais comme un jour typique de mai à Rome, tout à coup le ciel est devenu bleu.
Il était 13h30 et Marco attendait devant la porte de l'école où Béatrice enseignait. Les parents se pressaient, discutaient entre eux. La routine quotidienne avait créé une sorte de lien entre eux. Marco était seul, parlant à personne. Il était nerveux, sachant que dans quelques instants il reverrait Béatrice. Les premiers enfants ont commencé à sortir, à rire, à sauter partout, l'un d'eux pleurant, montrant les premières dents de sa bouche gingivale, tous âgés de 5 maximum. Certains blonds, d'autres noirs, garçons et filles ensemble. Ils se poussaient et se poursuivaient, s'embrassaient, se disaient au revoir. Puis ils étaient sur le chemin du retour, main dans la main avec leurs parents. Puis un autre groupe d'enfants est venu. Dehors. Ils étaient plus calmes, mieux éduqués et réunis autour de leur professeur adoré. On pouvait voir dans leurs yeux l'effet de leur irrésistible professeur, si jeune, si belle. Dès qu'il la vit, Marco aussi fut sous le charme. Surtout, il a reconnu ses longs cheveux bruns et s'est rendu compte que c'était Béatrice. Son cœur battit plus vite et quand tous les enfants eurent enfin cessé de l'assiéger, Marco se rapprocha d'elle et lui demanda gravement. « Excusez-moi, mademoiselle, où est mon fils ?» Béatrice le regarda et répondit. « Ton fils ? Mais, qui est ton fils ? Ils sont venus. » Elle s'arrêta au milieu de sa phrase, sa bouche s'ouvrit de surprise, sans mots. Et puis, les yeux brillants. « C'est toi. C'est bien toi. Marco ?» Marco a répondu avec un léger hochement de tête. Ils se regardèrent à nouveau, sans respirer. Finalement elles tombèrent dans les bras l'une de l'autre, sans se soucier de qui que ce soit à proximité, parents, enfants et en arrière-plan, plusieurs religieuses observant discrètement, émues et partageant leur joie. Ce sentiment d'adolescence et cette attirance physique mutuelle n'avaient pas du tout changé au fil des années. Peut-être a-t-il été augmenté encore plus par leur désir de rattraper le temps perdu, comme les intérêts accumulés sur un compte bancaire, attendant d'être dépensés. Marco expliqua aussitôt à Béatrice la véritable raison de son retour à Rome et insista sur le fait que traîner avec lui serait dangereux pour elle. En réponse, Béatrice a dit qu'elle voulait commencer à vivre avec lui tout de suite, et donc elle aussi à emménager dans sa maison. Ils étaient enfin en couple. Tout semblait aller aussi paisiblement que possible. Béatrice se levait tous les matins et allait à l'école, tandis que Marco se rendait au bureau romain de Le Figaro. Ils passaient souvent leur soirée dans les bras l'un de l'autre devant le feu ouvert. Ces moments magiques ont duré environ 6 mois. Puis, un soir, Marco et Béatrice sont devant la cheminée du salon de la ferme. Ils sont allongés nus avec leurs bras enroulés autour de chacun. Autre parlait intimement. Béatrice dit, « Allons-y. Va dormir et essaie de faire le même rêve. » Marco fait semblant de se mettre à ronfler mais à ce moment un coup de feu brise le silence de la pièce et un vase sur la cheminée explose. Marco se rend compte que les services secrets l'ont retrouvé. Il y a de la terreur dans ses yeux, surtout pour Béatrice qui n'a jamais été mêlée à l'affaire du virus. Il ne pourrait jamais se pardonner s'il lui arrivait quelque chose. D'autres coups de feu retentissent dans le silence de la soirée tragique. Marco se jette sur Béatrice pour protéger son corps avec le sien, dans l'espoir de la protéger des balles mortelles. Béatrice sanglote. Marco répète encore et encore, « Ne t'inquiète pas, bébé, ne t'inquiète pas, bébé. Tout va bien se passer. » Tout semble voué à une fin tragique, quand tout à coup un tourbillon de lumière jaune étrange apparaît, tournant en rond. Puis, peu clair au début, mais ensuite plus défini, il révèle une petite figure humaine, d'environ 4 pieds de haut, trapue et maladroite, avec des lunettes épaisses, rondes et vertes. Marco et Béatrice sont 2 fois plus terrifiés. Ce n'est certainement pas le moment d'avoir une expérience métaphysique. Le petit homme se présente sous le nom de Marilo et dit qu'il est un phénomène naturel qui n'apparaît aux êtres vivants qu'une seule fois dans leur vie, et que cela se produit toujours 1 heure avant la mort de chaque individu. À ce point leur terreur triple. Leurs yeux s'écarquillent et leurs visages sont blancs. Marilo les calme en disant qu'il n'est pas là pour les effrayer mais pour les rendre heureux. En fait, ils peuvent lui demander ce qu'ils veulent et il le réalisera. Marco demande immédiatement qu'il soit retiré de cette situation horrible et malvenue. Marilo obéit et les emporte dans un tourbillon de lumière, ajoutant cependant qu'il ne s'agit que d'un répit temporaire car au bout de cette heure fatale ils mourront encore. Maintenant qu'ils sont enfin loin de ces événements dramatiques, Marilo leur demande pourquoi ils se sont trouvés dans une si mauvaise passe.
Bien qu'il sache tout sur tout le monde, il ne peut pas savoir ce qui se passe dans les 3 derniers jours de la vie d'une personne, car c'est cette personne qui doit lui dire. Marco, faisant entièrement confiance à Marilo, lui raconte tout. Marilo se gratte le menton et répond, « Vous voyez à quoi a conduit l'interférence avec le cours de l'histoire? Peu importe que vos actions soient motivées par le bien ou le mal. Je veux juste dire que dans 1 heure vous devrez malheureusement mourir. Votre avenir est comme un film dont chaque scène a déjà été filmée. Et même si vous courez, pleurez ou faites quoi que ce soit, vous ne pouvez rien faire pour empêcher ce qui est aussi soudainement qu'il était apparu. » Marilo s'enroule dans une autre spirale de lumière jaune et s'engouffre dans le néant. Marco et Béatrice se retrouvent à nouveau dans la ferme, où ils se trouvaient 59 minutes plus tôt. De nouveaux coups de feu déchirent l'air. Marco et Béatrice sont à bout de souffle. Soudain, la porte de la maison éclate de ses gonds. 5 hommes masqués vêtus de noir se précipitent et commencent à tirer sur les 2 jeunes cornus, qui tombent morts au sol dans une mare de sang, se tenant toujours par la main. Enfin tout est calme. La nuit fait place à l'aube. Un coq chante. Marco et Béatrice s'étirent et se réveillent. Ils s'étaient seulement endormis et avaient vraiment fait le même rêve terrible. Béatrice est allée se lever et s'est cogné le pied contre quelque chose. Elle regarda de quoi il s'agissait et découvrit, à ses pieds, une paire de grosses lunettes vertes rondes qui lui rappelaient quelque chose ou quelqu'un. La fin.